Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette édition. Elle est nouvelle parce que je vais recevoir pour la deuxième fois sur mon plateau M. René Ngongo, que vous connaissez très bien. Avec lui, nous allons essayer d'aborder les questions d'actualité, mais aussi surtout les questions liées à l'organisation ici à Kinshasa de l'Assemblée générale, de leur organisation de manière générale en Afrique. M. René Ngongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus sur notre plateau, ici sur la place des Évolués. Comment vous allez? Oui, je vais bien, Merci pour votre invitation. Le Conseil économique et social a organisé à Kinshasa une assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. De quoi s'agissait-il exactement? En fait, nous sommes membres comme Conseil économique et social de la RDC de plusieurs organisations régionales et internationales. Au niveau régional, nous sommes membres de l'association de tous les conseils économiques et institutions similaires d'Afrique. Ça s'appelle ICESA, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique. Nous sommes membres au niveau régional, au niveau africain. Nous sommes membres de l'ICESIF, de l'Union des conseils économiques et institutions similaires de la francophonie. Là, c'est le monde francophone qui se retrouve. Et nous sommes également membres de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Ça, c'est au niveau international. Alors, comme membre de l'ICESA, il est de coutume que chaque association puisse organiser une assemblée générale qui est tournante. L'année dernière, par exemple, 2022, nous avons eu cette assemblée générale à Rabat au Maroc. Cette année, c'est la RDC qui a eu l'honneur de couvrir cette grande réunion qui regroupe jusqu'à 20 pays membres africains, mais il y a aussi des partenaires qui sont invités. Ça fait que au-delà des membres qui sont arrivés pour l'Assemblée générale, nous avons eu les conseils économiques de la Chine, et social de la Chine. Nous avons eu les conseils économiques et sociaux de l'Europe. Il y a un conseil européen. Nous avons eu l'ICESIF, le secrétaire général de cette organisation au niveau de la francophonie. Et d'autres partenaires, BAD, OIM et d'autres qui sont venus. Alors, de quoi il a été question? Comme toute assemblée générale, c'est l'occasion pour les bureaux qui est constitué de 6 pays membres qui rendent compte aux membres sur la gestion pendant l'année. Depuis que novembre, je crois que c'était septembre 2022 à maintenant, comment l'association a fonctionné. Donc, de toutes les activités, c'était l'occasion de rendre compte. Mais aussi, il y a eu des cotisations. Comment est-ce qu'on a utilisé les cotisations? Et tout ça a été présenté. Et souvent, c'est l'occasion de prendre acte de nouvelles adhésions. Donc, il y en a eu quand même. On a attendu le Cap-Vert qui devait adhérer. Le Burundi était déjà membre, mais comme on a dit, on a réchauffé encore le Burundi qui ne venait pas pendant longtemps. Il en est de même du Cameroun. On les a vus à l'œuvre. Mais cette assemblée générale a eu la particularité d'avoir la présence de l'Algérie, qui pendant longtemps ne participe plus aux assemblées générales. Et quand c'est la RDC, ça attire beaucoup de gens. Les gens étaient curieux, ça peut-être qu'on va en parler. Ils ne pensaient pas qu'on allait organiser cette grande manifestation à la veille des élections. Le pays est présenté. En fait, de l'extérieur, on donne une très mauvaise image de la RDC. Et cette grande manifestation qui a été relayée par vous-même, par vos collègues, les gens se sont rendus compte que c'est un pays vivable. On peut organiser des grandes rencontres, les gens peuvent circuler toute la nuit parce que les gens viennent avec beaucoup d'appréhension. Donc ça, c'était la partie, je dirais, administrative. On a eu toute cette partie-là. Et d'ailleurs, dans les programmes, il y a eu d'abord le bureau qui s'est tenu, mais
C'était par formalité parce que au mois de d'août, la RDC est membre de ces bureaux-là? La RDC n'est pas membre du bureau, mais comme la RDC abritait l'Assemblée générale, c'est comme ça que la RDC a été invitée à Dakar pour la réunion de préparation. Parce que quand vous êtes pays hôte, vous participez à l'organisation de cette Assemblée générale. Donc le bureau exécutif s'est réuni les premiers jours, les 26, c'était le mardi. Après le bureau exécutif, il y a eu un mini-atelier de réflexion stratégique sur l'avenir de l'ICESA. Par rapport aux enjeux du moment, comment nous voyons la fêtière d'ici 10 ans. Et un consultant a été recruté pour faire ce travail et c'était pour lui l'occasion de présenter les axes, sa méthodologie, un peu ce qui sort des premières consultations. Et en début d'après-midi, c'était l'ouverture solennelle avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui était le représentant personnel du chef de l'État, qui a ouvert l'Assemblée générale, qui s'est tenue donc le premier jour où il a été question de présenter les rapports et des résolutions ont été prises, notamment on a relevé les frais de cotisation, on a adopté les rapports financiers et plusieurs autres résolutions ont été prises à l'occasion de cette Assemblée générale. Alors, je voudrais avant que vous puissiez aller plus loin, une petite question de curiosité. Je sais que la RDC est membre de plusieurs organisations au niveau de la sous-région, au niveau de la région, mais très souvent, ce qu'on reproche au pays, c'est les manques de cotisations. Les pays ne cotisent pas très souvent. Et c'est le cas aussi pour votre organisation? La RDC fait exception. Il faut dire que c'était vrai il y a quelques années. Mais depuis un temps, vous savez qu'il y a un grand effort de notre chef de l'État qui renforce la diplomatie congolaise. Et vous ne pouvez pas être fort dans ces institutions si vous n'avez pas droit à la parole. Et pour avoir droit à la parole, il faut être en ordre de cotisation. Vous pouvez venir avec des propositions pertinentes, mais pour vous casser, on vous dira d'ailleurs vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas en ordre avec les cotisations. Vous n'êtes pas en ordre, vous ne pouvez même pas postuler. C'est comme ça qu'on a raté beaucoup d'opportunités. Et à la fin, on s'est dit, toutes les institutions régionales, on voit seulement les Ouest-Africains qui prennent les postes. Nous, on ne peut cotiser pas. Donc, il y a un effort de combler ces arriérés. Et du côté de toutes ces organisations, nous sommes vraiment en ordre de cotisation. Et notre président y veille parce qu'il ne peut pas aller dans une rencontre et ne pas avoir droit à la parole parce qu'on n'a pas cotisé. C'est pour ça que là, je peux garantir que nous sommes... C'est très bien, ça nous rassure au moins parce que je sais que la Comifac se plaint, la RDC ne contribue pas. Quand vous allez à la CEAC, c'est la même chose. Bref, vous comprenez que la RDC... Je sais que nos compatriotes qui sont là sont vraiment frustrés parce que ils n'ont pas le droit à la parole. Hein? Oui, et quand ils parlent, on dit vous dites quoi là, votre pays ne cotise pas. Voilà, ça nous réduit. Ce qui n'est pas très bien. Alors, je voudrais bien avant d'aller en profondeur avec les résolutions et aussi avec les objectifs de cette Assemblée générale, je voudrais tout de même savoir, encore une petite question de curiosité, qu'est-ce que la RDC gagne en étant membre de cette union de conseils, ainsi de suite? Économique. Ça, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens se la posent. Pourquoi on est membre de telle organisation? Aujourd'hui, vous le savez, monsieur le journaliste, Alfred, le monde, c'est un village planétaire. Vous ne pouvez pas résoudre et évoluer seul. C'est comme si vous nettoyez seul votre parcelle, mais chez les voisins, il y a la saleté. Cette saleté va venir chez vous. Donc, si vous vous concertez, vous pouvez faire un travail d'assainissement. D'ailleurs, c'est comme ça que nos avenues, nos quartiers c'est de la crasse parce que les gens ne se concertent pas. Ça, c'est une image pour montrer l'importance de travailler ensemble. Les conseils économiques et sociaux ont un mandat consultatif vis-à-vis des gouvernements. Ils donnent des avis. Ils sont saisis par les autres institutions pour des questions spécifiques qui touchent au social, qui touchent à l'économie, qui touchent à l'environnement, qui touchent au culturel, au volet culturel. Déjà à ce niveau-là, il y a un partage
d'informations sur comment ça fonctionne. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, en plus de mettre l'accent sur le social, l'économie, l'environnement, ils ont mis un aspect sur le culturel. Ok. Or, nous savons que notre pays est très riche sur les questions culturelles. Exact. Ça semble être les derniers des soucis. D'ailleurs, je pense parmi les ministres qui sont au bas de l'échelle, c'est celui de la jeunesse, culture et art. Ouais. Pourtant, ailleurs, c'est de grands ministères. Ouais. Donc, il y a ce partage d'informations, mais il y a des questions qui peuvent être résolues seulement au niveau régional. Par exemple, la thématique qu'on va aborder, de migration climatique, nous avons le phénomène Bororo. Nous pouvons nous protéger chez nous, mais si ces phénomènes viennent d'ailleurs, il va nous impacter. Bien sûr. Donc, c'est l'importance d'avoir ces plaidoyers. Et l'avantage, c'est quoi? Nous avons l'Union africaine qui regroupe encore tous les pays. Là, je pense que vous comprenez l'importance d'être membre de cette organisation de l'Union africaine, de la CAC et autres. Mais les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour pouvoir apporter des conseils. Donc, sur base de notre appartenance à tous ces grands groupes régionaux, les conseils économiques n'ont pas été à l'écart parce qu'il y a des partages d'expériences, il y a même des partenariats multi et bilatéraux. Par exemple, la RDC et le Maroc sont en train d'envisager un protocole, une convention entre les deux pays qui va porter sur les questions sensibles comme l'agriculture. Nous pouvons profiter mutuellement de nos expériences, la santé et l'eau. C'est important, et l'éducation. Vous savez que j'étais surpris d'apprendre de mes collègues marocains hier que le système universitaire officiel est gratuit, même pour les étrangers qui vivent là-bas. Ok. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Vous voyez que nous, on a commencé la gratuité au niveau de l'enseignement des bases, mais eux, ils sont déjà à la gratuité au niveau universitaire. Comment ça se passe? Nous sommes des conseillers, c'est des exemples que nous pouvons prendre et venir faire des propositions. Notre rôle se limite à donner des conseils et nous pouvons prendre des bonnes choses qui se passent dans les autres pays. Et quand ils viennent ici, ils ont appris beaucoup. Comment vous fonctionnez, comment ça se passe, vous avez combien de sessions, quels sont les groupes thématiques que vous avez, ainsi de suite. Vous voyez déjà comment on aborde. Nous avons l'occasion de nous changer les avis parce que le Conseil économique s'exprime par voie d'avis. On a vu les avis du Maroc, on a vu les avis. Et on est surpris de voir la similarité de comment on réfléchit, comment on fait l'état des lieux, comment on cite avec des préconisations. Ils ont apprécié ce que nous faisons, nous aussi on a. Donc c'est important d'échanger, de réfléchir. Et puis nous sommes en Afrique, nous avons des défis communs. La question du changement climatique, c'est un défi commun. On doit faire un groupe de plaidoyer. Par exemple, bientôt ça va être la COP28. Les conseils économiques et sociaux vont appuyer les plaidoyers de la RDC. Déjà, nous avons été accrédités comme une entité d'observation dans le mécanisme de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, nous avons la possibilité de faire passer certains messages à travers la Convention, à travers le groupe GIEC. D'ailleurs, pour plus d'informations, à la COP 26, nous avons été sous-logés par les stands de GIEC. À la COP 27 à Sharm el-Sheikh, on était avec ACMI qui s'occupe de la mobilité climatique. Donc, nous venons appuyer les différents plaidoyers des pays et notre rôle reste un rôle d'appui conseil. Mais est-ce qu'au niveau de la RDC, le gouvernement vous consulte? Si oui, sur quel point, par exemple, vous avez été consulté en tant que conseil économique et social? Sur quel point vous avez été consulté et quel a été peut-être... En fait, nous sommes une institution qui vient donner des avis. Et un conseiller ne va pas à la place publique dire non, le chef m'a consulté pour ça, je lui ai dit ça. Non, ça ne se fait pas. Donc, je dois seulement dire à nos téléspectateurs que nous sommes saisis par les gouvernements, nous sommes saisis
par les chefs de l'État. Nous sommes saisis même par les provinces et je dois souligner que la loi nous donne la possibilité d'être saisis par voie de pétition. Donc nous recevons des pétitions, il suffit d'avoir, je crois, 10 000 signatures. Sur une question spécifique, on a été saisi, ça je peux le dire, sur la question des érosions à la Mongala. Les gens nous ont saisis, on a été saisis sur les questions sécuritaires au nord et au sud Kivu, à Ituri. Les gens ont fait des pétitions pour dire voilà les problèmes, ils nous soumettent et nous on analyse. Et comme nous sommes, peut-être qu'on aurait dû commencer par là, qui sont membres du Conseil économique, c'est des organisations qui viennent de la société. Vous avez les confessions religieuses, vous avez l'autorité coutumière, vous avez chaque province est représentée au Conseil. Vous avez la société civile, moi je représente la société civile environnementale au sein du Conseil, vous avez les organisations du développement, vous avez les syndicalistes, vous avez les patronats, les patronats, vous avez la Copemeco, les PME qui sont là, vous avez les mondes scientifiques, les professeurs d'université, vous avez les ordres avocats, on a les ordres des architectes, on a les ordres des médecins. Ça fait un mélange de plusieurs acteurs et quand on réfléchit sur un problème, on le voit sur plusieurs axes. Les économistes vont venir avec des informations, mais moi comme environnementaliste, je vais voir les volets environnementaux, je vais apporter ma part, ainsi de suite. Et à la fin, ça fait un bon conglomérat pour sortir un avis qui est consultatif au fait de l'opinion nationale. Est-ce que vos avis sont considérés? Évidemment, évidemment, parce que d'abord, nous avons des avis qu'on appelle des saisines. Je vous ai dit que ça vient des institutions. Nous avons nos propres avis. Là, je peux en parler parce que c'est nous qui prenons l'initiative. Nous réfléchissons, par exemple, bientôt le 1er octobre, ce qui tombe dimanche, ça fait que l'ouverture de la session d'octobre qui prend 2 mois, octobre-novembre, ça sera pour le lundi. Nous allons recevoir tous les collègues qui sont partis en province. Chacun est rentré dans sa corporation. Pendant 4 mois, ils ont vécu avec la population, ils ont des éléments et ils étaient en train de travailler sur certaines thématiques et ils vont ramener cela au niveau du conseil et nous avons 7 commissions permanentes. Je vais essayer de faire un effort de les citer. Vous avez la commission ECOFIN qui s'occupe de toutes les questions de finances, économie. Vous avez la commission qui s'occupe de la santé, affaires sociales et culturelles. Vous avez la formation, emploi, éducation, c'est une commission. Vous avez la commission agriculture et développement durable, la commission environnement, ressources naturelles et tourisme, la commission infrastructure et vous avez la commission REX, relations extérieures, administratives, etc. Alors toutes ces questions, on essaie de voir ça touche quelle commission. Parfois ça peut être une seule commission, ça peut être 2 commissions, ou ça peut être une thématique qui nécessite une commission ad hoc. À ce moment-là, nous travaillons pendant les 2 mois. C'est comme ça que nous avons, de temps en temps, vous regardez à la télévision, nous organisons des séances académiques pour des thématiques qui nécessitent une expertise pointilleuse. Par exemple, nous nous sommes autosaisis sur la question des fonds verts pour le climat. Nous n'avons pas tous cette expertise. On a fait venir des experts dans les domaines pour organiser ce que nous appelons des séances académiques où on débat sur ces questions, où on fait un état des lieux vraiment sévère de la question et ça chute sur les préconisations. Quand on a fait toutes ces réflexions, il y a l'agent comment ça se présente, la commission qui est en charge de ça vient présenter au niveau de la plénière. Et là, c'est là qu'on voit la diversité des membres. Chacun de nous voit ces problèmes selon son origine. Moi, je suis environnementaliste. Il présente une question sur les barrages, je crois. Je vais voir est-ce que sur le plan environnemental, on a tenu compte des normes environnementales. Ceux qui sont dans les questions des syndicats, là, ils vont voir est-ce que les travailleurs... Donc, on essaie de voir tous les aspects et quand on prépare cet avis et on sent que l'avis est mûr,
À ce moment-là, il est validé et envoyé à qui des doigts. Mais par curiosité, n'avez-vous pas pensé peut-être à un avis sur les questions d'assainissement? La ville de Kinshasa est trop sale. Bien sûr. La RDC est trop sale. Est-ce que le Conseil économique et social Le Conseil ne a voit déjà rien? travaillé sur cette question. Malheureusement, j'aurais pu amener cet avis-là sur la problématique des déchets, de gestion des déchets en milieu urbain. Parce que ça ne concerne pas que Kinshasa, beaucoup de provinces. On a fait cet avis. Maintenant, sur base de ce que nous avons proposé, nous sommes en train de retravailler un autre avis sur la gestion intégrée des déchets et nous voulons aller plus loin pour produire des outils de gestion de ces questions. C'est que le premier avis n'a pas été considéré. Non, il a été Parce que considéré rien n'a changé. parce que aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des efforts. On ne peut pas dire que rien n'a changé, il y a eu des efforts. Passer par l'IMET, ce n'est pas ma commune pour dire je jette des fleurs à cette commune. Vous voyez quand même, il y a une différence par rapport à il y a 4-5 ans. Donc il y a comme ça des efforts, mais généralement ces efforts sont noyautés par la quantité d'immondices et l'insuffisance de la gouvernance sur ces questions-là. Parce que l'avis que nous avons présenté montre justement les opportunités. Les déchets sont des opportunités. Sur le plan agricole, sur le plan de l'énergie, sur le plan de la santé. Il y a ailleurs, on récupère les déchets. Il y a même des gens qui viendraient prendre gratuitement nos déchets pour amener chez eux, pour aller les recycler et venir nous vendre les produits recyclés après. Donc ça c'est pour montrer comment nous faisons. Nous saisissons. On ne pouvait pas ne pas penser à ça parce que nous sommes avec la population qui dit la question des déchets. Et notre rôle s'arrête à donner des avis. Ce n'est pas nous qui décidons. Là, j'en parle parce que c'est une autosaisine. Mais il y a des saisines qui viennent des autorités et nous sommes vraiment en harmonie. Et vous avez suivi les premiers d'entre les ministres, il a dit à l'ouverture qu'ils prennent en compte les avis du Conseil économique et social. Alors, ailleurs, c'est ça l'expérience que nous sommes en train de voir. Dans certains pays, comme au Bénin, on a eu beaucoup d'échanges avec les Bénin, aucune loi ne peut sortir du Parlement si cette loi a des impacts sur le social, sur l'économie, les finances, sans avoir les quitus du Conseil économique et social. Parce que là, c'est l'expertise. Chez nous, les gens ne sont pas votés, ils sont envoyés selon leur expertise. Donc on regarde et on fait des propositions et ça s'est déjà fait chez nous. Il y a des lois qui passent par les conseils économiques pour donner des avis consultatifs au Parlement et au... Donc avant leur adoption, c'est ça? Souvent c'est... Oui, quand les cas qu'on a eu, c'était avant l'adoption. On travaille déjà en amont, mais aussi en aval. Le chef de l'État, à un moment, estimé que c'était intéressant la loi qui était sur proposition. Il a voulu s'enquérir de l'avis du Conseil. C'est un avis consultatif. Il appartient maintenant à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, de prendre en compte les avis du Conseil. Et à ce moment-là, il renvoie la proposition de loi à l'Assemblée nationale pour des ajouts éventuels et en cas de besoin, l'Assemblée nationale ou le Sénat peut recourir au Conseil qui est au service au fait des institutions. Il n'y a pas compétition, il y a plutôt complémentarité. Super. Alors, cette édition de l'Assemblée générale a porté beaucoup plus sur la mobilité. Donc sur ce que vous avez appelé la migration climatique. La RDC est victime de cette migration climatique, surtout dans sa partie nord. Mais même au niveau de l'interne, à l'interne, la RDC connaît également beaucoup de déplacements climatiques. Quelle a été la réflexion autour de ces sujets? Merci. Permettez, M. Alfred, que je revienne sur l'Assemblée générale. Il est de coutume pour l'ICESA depuis une dizaine d'années qu'à chaque Assemblée générale, il y a une thématique qui est exploitée. Et cette année, la thématique qui a été exploitée, c'est la mobilité climatique. Cette thématique n'est pas venue comme un cheveu dans la soupe,
C'est parce que depuis presque 3 ans et demi, dans la feuille de route de l'ICESA, la question du climat a été pointée comme une préoccupation nationale mais et africaine. Alors, pour ne pas tâtonner, une étude a été commanditée parce que nous sommes à l'écoute du citoyen. Nous avons voulu savoir quelle est la lecture, quelle est la compréhension du citoyen africain des phénomènes de changement climatique. 17 pays sur les 20 membres ont été concernés par cette étude-là, qui a duré presque 9 mois. Okay. On a mené cette étude et de cette étude, il est ressorti curieusement les mêmes constats faits par les chercheurs, notamment des GIEC. Okay. Le climat a-t-il été perturbé, oui ou non? Dans l'ensemble, c'est vrai. Quelles sont les conséquences? Les gens se sont exprimés sur les conséquences. Nous sommes allés même plus loin. Pourquoi c'est arrivé? Et les gens ont commencé à donner des éléments qui, pour la plupart des fois, corroborent les thèses des scientifiques. Alors, un des points qui est revenu de l'ensemble des pays, c'est que à cause des changements climatiques, il y a des conséquences sur les mouvements des populations. Les populations qui sont affectées par les perturbations des saisons, par des inondations, par des calamités, se déplacent. Par manque d'accès à la ressource, tel le cas de Mbororo, se déplacent. Et il était important de pouvoir quantifier ces phénomènes. C'est comme ça qu'on a dit, nous allons lancer une étude approfondie, c'est ce qu'on appelle deep dive. Hein? On va creuser, on a des éléments. C'est vrai que si vous avez été là, les chercheurs ont fait un état des lieux sur des observations satellites. Ils ont déterminé ce qu'ils appellent les hotspots, des zones vraiment à forte vulnérabilité qui sont susceptibles de provoquer des mouvements. Et l'étude, pour le moment, avec les moyens dont dispose l'ICESA, a ciblé seulement 4 pays pilotes. Le Niger, la Côte d'Ivoire, le Maroc et bien sûr la RDC. Pourquoi la RDC? Parce que c'est un pays solution sur les questions de changement climatique, mais qui est affecté par ces phénomènes. Et après cette étude pilote dans les 4 pays, l'étude va s'intensifier. Et là, on verra est-ce qu'il y a des migrations frontalières. Nous allons creuser pour essayer de comprendre pourquoi ces migrations. Je prends l'exemple de Mwanda. Vous savez que le village Sianfumu subit une érosion côtière qui a fait perdre depuis déjà quelques années des kilomètres à ce village. Ces gens-là qui ont perdu leur village, ce sont des réfugiés climatiques dans leur propre pays. Ils étaient autochtones chez eux, ils deviennent des allochtones. Maintenant, là où ils sont, on dit, vous êtes des Bakuyakuya, vous n'êtes pas d'ici. Ça, c'est un phénomène qu'il faut quantifier. Oui. Je donne seulement ces cas-là. Plus récemment, vous avez suivi les phénomènes de Calais. Oui, avec les inondations. Les inondations de glissement de terre, en une seule nuit, on a perdu 500 compatriotes. C'est une catastrophe parmi les plus graves qu'on a enregistrées dans ces pays. Oui. Ces gens-là, ils ne peuvent plus rentrer sur ces sites. Ils doivent, même si c'est à 200 ou à 1 kilomètre de là, c'est des migrations. Exact. Malheureusement, là où ils sont allés, vous avez suivi, ils ont eu encore, comme si les Maliens ne viennent jamais seuls, il y a eu encore des incendies qui ont ravagé les maigres moyens qu'ils avaient. Donc, c'est des phénomènes réels. Et pour y arriver, nous allons faire des appels d'offres pour recruter des consultants. Un consultant expert qui va faire ce travail. Évidemment, le pays étant très vaste, nous pensons avoir cette zone assez représentative de la situation des éco-régions, comme on peut le dire. Pour le moment, on est en train de penser, ce n'est pas encore définitif. Dans les zones minières, on va essayer de voir dans les lois là-bas l'impact d'exploitation minière. Est-ce que ça influence le climat? Est-ce que ça peut exploser pousser les gens à faire des migrations?
les Hauts-Touélés avec les phénomènes Beroro, nous l'avons ciblé. Oui. Nous avons ciblé la zone de l'Okolama, Ok. parce que là, il y a les tourbières. Oui. Est-ce que, avec les perturbations du climat, quels sont les risques de perturber les tourbières et à ce moment-là, de déplacement des communautés? Nous avons toute la partie centre, hein, du côté du lac Munkambala. Oui. Il y a les quand vous voyez les images, on a l'impression qu'il n'y a aucun arbre dans cette zone. Ouais. On va essayer de comprendre. Donc du coup, Boma aussi a été retenu. Donc globalement, Mais on les a Katanga, cette il y a zone. quand même le désert qui est en train de monter là. Vous n'avez pas aussi visé le sud du Katanga là? En fait, nous voulons d'abord commencer par les 7 Ok. zones assez représentatives. Et progressivement, en fonction, si on a d'autres partenaires qui vont se joindre, on pourra alimenter. Mais il y a déjà, je dois souligner, des études qui nous donnent déjà une vue globale. La Banque mondiale, lors de l'Assemblée générale de cet atelier, a dû présenter les recherches qui donnent déjà une certaine orientation. Vous avez suivi le CREBAC qui a fait une étude assez intéressante. Il y a même un livre sur les nexus sur eau, migration et climat. C'est des éléments qui nous aiguillent vers ces zones-là. Mais, et après, l'avantage de cette étude, c'est que ça ne va pas rester une affaire de chercheurs. À tous les niveaux, au niveau local, au niveau provincial et au niveau national, nous allons organiser des ateliers de restitution pour recueillir les avis des autres. Pour dire voilà ce que nous on a observé, voici les causes, voici les recommandations, et les gens vont s'exprimer. Donc voilà pourquoi cette Assemblée générale, je reviens sur votre question, il était important de lancer pour la RDC cette étude sur la migration climatique. Et quoi de plus normal que de commencer par un état des lieux. On a eu 2-3 grandes présentations sur cette thématique, des données qui sont disponibles, qui ont présenté les problèmes, comment ils se posent en matière de migration climatique en République démocratique du Congo. Et les échanges nous ont permis de prendre en considération certaines préoccupations. Les Tchadiens, par exemple, ils sont revenus sur la question des transaqua, des transferts des eaux. Ça, c'est des questions qui peuvent opposer les pays. Mais déjà au Conseil, on peut trouver des vues. Vous avez suivi toutes les réflexions. On dit oui, c'est un pays frère qui est en crise, on doit l'aider, mais on ne peut pas amener de l'eau là-bas parce qu'on va résoudre un problème chez eux, mais on va créer un autre. Chez nous. Et les experts ont proposé les transferts virtuels. Pourquoi ils ont besoin de l'eau? C'est parce qu'ils ont besoin de telle culture, telle culture, telle culture. Mais nous pouvons cultiver ici. On peut faire des allègements fiscaux, on cultive ici, on produit ici, on va les livrer là-bas. Ah oui, ça, c'est une réflexion. Hein, donc, voilà le type de réflexion que nous faisons au niveau des conseils. Et ça évite le clash entre des pays. Rappelez-vous que l'ancien président tchadien, paix à son âme, disait que de gré ou de force, il devait prendre notre eau. Oui, exactement. Et nous, on a peur nous que pouvons cela puisse arriver. Justement, à travers le Conseil économique du Tchad et les conseils économiques, vous savez que dans une des réunions encore de Conseil économique, nous avons présenté notre avis sur la Transaqua parce que le Conseil s'est exprimé sur ça. Après consultation avec des experts, non seulement congolais, mais africains, même internationaux, on a produit un avis. Et lorsqu'on a présenté ça, les Tchadiens étaient sincères pour dire, c'est vrai, nous on nous a toujours présenté comme quoi la RDC est de mauvaise foi, ils ont des étendues d'eau, ils ne veulent pas nous donner, c'est pas mauvaise foi. Dans cette étude, on a montré que Lubangui lui-même est malade. Cette rivière était navigable presque 9 mois, et avant il semble même 12 mois, 10 mois sur 12. Aujourd'hui, c'est à peine 5 mois que Lubangui est navigable. Comment une rivière qui est déjà en crise, vous allez prendre de l'eau amenée ailleurs? Et n'oubliez pas que si c'est un des principaux affluents du fleuve, si on prive Lubangui de l'eau, l'impact c'est sur le fleuve Congo, et là nous oublions le grand projet Inga. Donc tous ces éléments, on les a bien réfléchis dans la vie et ça aide l'autorité à prendre la décision. Il ne va pas dire non, nous refusons parce qu'on ne veut pas vous donner de l'eau. Mais est-ce que vous avez quand même une idée sur les nombres
en termes de chiffres, le nombre de migrants qui ont été, peut-être parce que vous avez parlé de certaines présentations qui ont essaient un peu de dresser une sorte d'état des lieux. Est-ce que dans ces présentations, on essaie un peu d'évaluer le nombre de migrants externes qui viennent en RDC ou encore des migrants aussi internes à la RDC? Vous avez une idée sur ça? En fait, l'étude qu'on va mener va aller en profondeur. Okay. Mais la Banque mondiale a déjà fait une étude avec des estimations d'ici 2030. Nous risquons d'en faire face à 126 millions de déplacés climatiques. Wow. Au niveau mondial, okay. Mais au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est 86 millions. Donc l'emborol qu'on voit là, c'est encore rien. Nous risquons d'avoir 86 millions de déplacés suite aux effets induits par les changements climatiques. Et donc là... c'est comme ça qu'il faut faire des anticipations. En fait, je voulais dire que les données que nous allons faire, ce n'est pas seulement pour la sensibilisation, mais c'est pour aider le gouvernement congolais à améliorer son plan national d'adaptation au changement climatique. Parce qu'on a l'impression que l'État congolais ne prend pas en considération cette donne. La question de Mbororo au nord, c'est une question qui date de longtemps, mais apparemment, il y a pas, on n'aborde pas cette question, même dans les débats publics. C'est une question qui reste un peu en retrait. Pourquoi ça? En fait, je sais qu'on aborde ça parfois sous un seul angle, l'angle sécuritaire. L'insécurité provoquée par les Mbororo, parce que malheureusement, ils viennent armés. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi l'angle sociologique qu'il faut prendre. Nous avons, quand vous lisez les livres de Crébac avec le professeur Raphaël Chimanga, sur le plan social, il y a déjà des croisements. Ces gens-là viennent, ils se marient. Et quand ils se marient, ils cherchent dans les familles des chefs coutumiers. Vous voyez un peu l'impact. Ça veut dire qu'ils commencent à aller dans la lignée et puis après, ils vont être de véritables autochtones parce qu'ils sont dans la famille des chefs. Bien sûr. Donc, toutes ces questions-là doivent être... Et puis, il y a le volet environnemental. Ça s'accompagne des dégâts sur nos forêts, sur nos savanes, ainsi de suite. Donc, ces questions-là doivent être prises dans la globalité. Il ne faut pas isoler un aspect. Et notre avis, justement, pourquoi nous allons faire des ateliers? C'est vrai que nous visons le volet climat, mais nous n'allons pas écarter toutes les autres questions ou tous les autres aspects sur le social, sur la sécurité. Et notre rôle, c'est de ramener ces informations à l'autorité pour une meilleure prise de décision. Et qui va financer cette étude? L'étude a déjà un appui de la Banque africaine de développement. Il y a aussi la Banque mondiale qui va appuyer une partie. Et nous sommes pour parler avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui s'occupe des migrations au niveau général. Mais parmi ces migrants, il y a aussi les migrants climatiques. Donc on est en pourparlers, on va chercher tous les partenaires, PNUD et autres pour appuyer. C'est comme ça que nous allons encore organiser un atelier de lancement et vous êtes conviés à cet atelier où on va travailler avec les partenaires, où on dira voilà, nos moyens nous permettent d'aller là et là, mais il y a d'autres zones qui nécessitent un accompagnement. On veut pendant 8 mois avoir les premiers rapports, les présenter et on espère que pendant les 8 mois, on aura d'autres partenaires qui vont appuyer les projets. Alors, après cette Assemblée générale, quelles sont les perspectives pour votre organisation au niveau de la région, mais aussi pour votre organisation au niveau de la RDC? D'abord, dans un avenir proche, nous allons participer à la COP 28. Et là, les démarches sont en cours pour que nous puissions amener ce plaidoyer sur la mobilité climatique à ce niveau-là. Nous serons dans les stands du GIEC, nous serons dans les stands de ACMI, mais nous allons être dans les différents stands des pays membres pour présenter cette problématique. Ça, c'est un aspect, mais la fêtière travaille aussi sur la charte sociale. Nous avons plus parlé de la mobilité climatique parce que ça fait l'objet de l'atelier en marge de l'Assemblée générale, mais il y a la thématique sur la charte sociale. Et là, ça concerne beaucoup plus les syndicalistes pour essayer de travailler sur ces questions sociales et pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer d'un pays à un autre. Il y a des pays où ils ont une cohésion sociale, ils règlent les questions de mutuelles de santé, toutes ces questions-là, on les partage au niveau africain, c'est pour que chaque pays puisse en tirer des dividendes. Donc c'est ça
les deux thématiques qui ont été ciblées par la mandature actuelle, qui prend fin l'année prochaine, 2024. Et on espère que pendant ce temps, la feuille de route ici du plan stratégique en cours pourra intégrer d'autres thématiques. C'est par exemple la question de l'éducation, la question de l'agriculture. Donc je ne sais pas anticiper les résultats de cette étude stratégique de la fêtière, mais l'essentiel pour les fêtiers, c'est de nous rapprocher le plus possible des communautés et d'être ces relais entre les décideurs et la population. Ok. Mais au niveau de la RDC, avec tout ce que le pays est en train d'envisager, notamment l'industrialisation du cobalt, il y a également la vengeance du sol sur les sous-sols, des choses parmi lesquelles la RDC veut vraiment s'investir davantage. Est-ce que vous avez déjà produit quelques idées ou bien quelques réflexions à ce sujet? Oui. On a travaillé sur la question des batteries, parce que ça c'est des enjeux du futur. Ouais. Et on a donné des indications pour accompagner le gouvernement dans ce processus. C'est vrai que dans un premier temps, nous allons produire les précurseurs des batteries, mais il faut que dans un avenir proche, nous puissions produire nous-mêmes les batteries. Et pourquoi pas les voitures électriques. Ouais. Vous avez suivi notre chef d'État du haut de la tribune des Nations Unies. Il est revenu sur ça. Il faut qu'on arrête de venir prendre les matières premières en République démocratique du Congo, d'aller les transformer et de nous vendre cher les produits ici de nos minéraux. Ouais. Donc il faut ajouter la plus-value. Donc on a travaillé sur ces questions. Nous sommes en train de travailler sur la question de sécurité alimentaire, la question des semences, tout ça. Il y a toute une commission agriculture développement durable qui travaille sur ces questions. Donc nous sommes à l'écoute et nous essayons de voir. Nous avons aussi l'avantage de voir ce qui se passe dans les autres pays membres. Donc nous avons régulièrement des échanges en bilatéral, mais aussi lors des assemblées générales. Et nous essayons de voir comment ils produisent les avis, quelles sont les thématiques, et on fait pareil. Mais cela n'exclut pas les saisines que nous attendons des autorités. Et je pense qu'avec le gouvernement actuel, on reçoit de plus en plus de saisines pour venir renforcer les stratégies du gouvernement pour nous sortir de l'imbroglio et de ces paradoxes d'un pays avec beaucoup de richesses, avec une population extrêmement pauvre. Alors, M. René Ngongo, ma dernière question presque, c'est bien celle de savoir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de votre organisation aujourd'hui. Les forces, je l'ai dit, c'est d'abord la qualité des membres qui composent. Je donne mon exemple, moi je suis environnementaliste, je suis venu là-bas sur les questions environnementales. Mais quand je suis confronté aux spécialistes en économie, en anthropologie, les confessions religieuses, les syndicalistes, après maintenant 8 ans de mon expérience, je sors grandi de ces contacts. Donc c'est une force. Et quand un avis sort du conseil, il prend en compte. Donc on essaie de faire un consensus sur ces questions. Ça c'est vraiment une force. Toutes les provinces sont représentées. Donc nous avons comme ça des informations de première main des provinces, mais aussi des membres. Je reçois tous les rapports des organisations environnementales, donc nous avons l'information et nous pouvons servir d'alerte vraiment à temps réel au gouvernement pour une meilleure prise de position. Je prends l'exemple de la pollution de la rivière Chikapa, qui a pollué ensuite la rivière Kassai et les fleuves. Le Conseil économique a été parmi les premières institutions à tirer la sonnette d'alarme parce que nous, en tant qu'environnementalistes, nous avons des réseaux, nous avons parfois des antennes là-bas et l'information arrive et ça passe par l'autre force, c'est... Fort malheureusement, cette question que vous avez évoquée est restée comme ça, sans suite. Nous avons fait notre vous avez fait votre part, malheureusement le gouvernement n'a pas saisi. L'autre force du Conseil, c'est que nous pouvons être saisis par voie de pétition. Et la communauté est de plus en plus, c'est ça le rôle au fait des représentants en province, qui informent de telle situation
je voudrais bien aller faire les relais, mais je serai plus appuyé si j'ai une pétition. Donc on a des pétitions qui viennent. Ça veut dire que nous prenons les préoccupations des populations et nous les amenons vers les autorités. Ça, c'est vraiment une grande force pour le Conseil économique et social. L'autre force, je viens de dire, c'est ses contacts avec d'autres pays membres au niveau africain, mais aussi au niveau international. Vous avez vu, la Chine est venue. La Chine est en train de solliciter un partenariat bilatéral avec les thèses de la RDC. Nous allons apprendre de l'expérience de la Chine. Ça va être un plus pour les pays. Donc, ces partages d'expérience au niveau local, au niveau national, au niveau régional, même international, c'est une grande force. Alors les faiblesses? Les faiblesses, c'est nous restons une institution consultative. Vous venez de dire, vous avez fait ça, mais on n'a pas eu de résultats. La loi ne nous donne pas ces pouvoirs. Nous restons des conseillers. Et un conseiller, d'ailleurs, on ne le connaît même pas. On n'a pas besoin de connaître les conseillers. Un conseiller du ministre ne passe pas à la télé. C'est quelqu'un qui est à l'ombre. Il donne des conseils, il chuchote à l'oreille du ministre, c'est le ministre qui parle. Donc, la loi nous limite à ce niveau-là. Nous donnons des avis qui sont consultatifs et les autorités peuvent ou ne pas les prendre. Mais ça, dans certains pays, notamment par exemple au Bénin, où on a eu beaucoup d'échanges, ils sont en train d'évoluer vers la prise en compte de manière obligatoire sur les questions économiques. Okay. Ça va être imposable, les questions. Et vous aussi, vous envisagez faire la même chose? Il faut réviser la loi. Okay. Il faut réviser parce que nous sommes légalistes, nous devons aller. Notre rôle, vous savez, le rôle d'un conseiller, c'est de donner des bons conseils. Ouais. Si le conseil est bon, pourquoi est-ce que les gestionnaires ou l'utilisateur final ne va pas les prendre? Si vous donnez des avis pertinents, ils seront forcément pris en compte. Là, mais très souvent, on voit les avis comme ça qui finissent dans les tiroirs. Hein. Donc, on sait comment ça fonctionne dans notre pays. De notre côté, nous voulons faire des avis qui vont s'imposer de soi parce que c'est de l'évidence. Okay. Le conseil a dit ça. Et lorsqu'on n'a pas suivi, après on dit, le conseil économique avait prédit que si ça ne fait pas, voilà ce qui va se diriger. Je vous donne l'exemple des Transaccords. Vous savez qu'à un moment, c'était un grand débat. Faut-il donner ou ne pas donner? Certains disaient oui, on peut prendre, ça va nous coûter des millions de dollars, hein, parce qu'il y en a qui réfléchissent seulement en termes de ce que ça rapporte. D'autres ont même dit qu'il faut penser à l'embouchure. Voilà. Tous ces débats, nous avons travaillé vraiment pendant une année sur cette question-là. On n'a pas fait un avis dans la précipitation. Et finalement, lorsqu'on a fini ce document, c'est un document de référence. Et l'avis dit quoi sur ce point? L'avis dit qu'on peut donner ou on ne peut pas? Même pas, on ne peut pas. J'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas résoudre un problème en créant un problème. Même à l'embouchure? Même à l'embouchure, il y a des problèmes. Okay. Nous sommes en train d'aller vers la constitution du port en eau profonde. Si on le fait à l'embouchure, il y aura les problèmes d'ensablement. Parce qu'il y a les problèmes de vases communicants. Là. Et à ce moment-là, s'il y a trop de sable là-bas, comment on va faire le port en eau profonde? Donc, toutes ces questions sont envisagées. C'est comme ça que des réflexions genre transfert virtuel se mettent en place parce que là, tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes des conseillers. On nous reproche de ne pas être trop visible, je viens de le dire. Les conseillers n'ont pas à être visibles. C'est l'institution qui reçoit le conseil qui doit être visible. Exactement. Et nous, on ne dira jamais, vous voyez cette route-là, on l'a arrangée, c'est notre conseil. Non, on ne dira pas. Voilà, merci beaucoup, M. René Ngongo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Avec vos réflexions toujours pertinentes. Et je pense que ça a éclairé aussi la lanterne de nos téléspectateurs qui n'avaient peut-être pas eu le temps de suivre de plus près ce qui s'était dit lors de cette Assemblée générale. C'est moi qui vous remercie et vous invite à notre ouverture de la session du mois d'octobre qui sera faite le lundi prochain au Palais du Peuple. Okay. Ça sera aussi l'occasion de voir quelles sont les activités qui ont été menées pendant les 4 mois et comment nous voyons les 2 prochains mois dans les activités qui vont être menées dans les différentes commissions du Conseil.
Ça a toujours été un plaisir de répondre à vos invitations parce que c'est une chaîne thématique dédiée aux questions de l'environnement. Je dois vous dire qu'il y a 30 ans, lorsqu'on le faisait, on n'était pas compris. Vraiment. Et aujourd'hui, quand je vois l'impact de vos émissions, je suis fier de voir la jeunesse qui prend la relève, qui mobilise, qui est convaincue. Donc, c'est un plaisir de vous suivre et je vous encourage à persévérer et à préparer aussi la relève. Exactement. Pour que cette émission puisse perdurer pour l'intérêt de notre pays et surtout des générations futures. Merci beaucoup. Ça, c'est une bénédiction d'un grand frère qui bénit son jeune frère. Donc, je ne peux qu'accepter cela. Alors, quant à moi, je vous dis aussi merci pour avoir suivi cette émission. Je vous fixe rendez-vous prochainement, le week-end prochain, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.